un ami pour lequel j'avais déjà fait une monture pour son 400 qu'il avait du mal à gérer et à transporter parce que c'était un petit peu gros, est parti à la retraite et pour fêter ça, il a décidé de s'offrir un 600, le rêve de sa vie et il m'a demandé de faire la monture, enfin de faire le télescope et cette vidéo va donc parler de la fabrication de ce 600. Sur cette première photo, eh bien, on voit son 400 précédent qui est là sur la droite et à gauche, mon 400 monobras. Et c'est ce design que nous allons reprendre pour faire le 600. Pourquoi ça? Eh bien parce que ça fait un télescope qui est assez petit, compact, pas trop difficile à déplacer, facile à monter. Et donc on est parti là-dessus comme idée. Et pour commencer, eh ben, je lui ai fait la surprise de lui faire une petite maquette de ce à quoi ça allait ressembler, une maquette ou un dixième. Donc là, on la voit là sur cette première photo. Voilà, et ben, on va voir la suite de cette vidéo. Enfin, c'est surtout des photos, je m'en excuse, mais je ne sais pas faire, tellement mieux. Donc la première étape, eh bien, c'était de trouver le miroir. Des miroirs de 600, il n'y en a pas beaucoup. Après avoir passé un mois ou 2 à chercher dans les miroirs d'occasion et n'ayant rien trouvé, nous nous sommes adressés à Orion Optics, qui est une boîte au Royaume-Uni et il se trouve qu'avec la crise du Covid, ils avaient 2 600 sur les bras avec un client qui a annulé la commande, parce qu'il ne pouvait plus se payer les 600. Et donc, eh ben, nous avons pu prendre ce 600. C'est un 600 en f4, focale 4, donc on a une focale de 2400 de long, 2,40 m. C'est un très bon miroir. On voit ici le bulletin de contrôle. Ce qui est intéressant sur le bulletin de contrôle, c'est de voir l'erreur au niveau de l'image telle qu'on la voit à l'oculaire. Et là, ça nous donne un dixième de longueur d'onde avec une longueur d'onde à 630 nanomètres, c'est-à-dire qu'en lumière visible dans le verre, on est à ce qu'on appelle lambda 4, c'est-à-dire que l'erreur sur le front d'onde en retour est de moins d'un neuvième d'une longueur d'onde et donc l'erreur sur le miroir lui-même est de moins d'un 18e de la longueur d'onde. Donc ça veut dire 0, enfin 30 nanomètres à peu près ou 0,03 microns. Donc un miroir qui est très très bon, ce qui était une bonne chose. Nous avons demandé aussi à Orion Optics de nous fournir un secondaire. La question du secondaire, le problème dans le secondaire, c'est de savoir quelle taille on va prendre. Alors la première chose que j'ai regardé, c'est, la distance, parce que pour calculer la taille d'un secondaire, on est obligé de trouver la distance entre le plan focal, et le secondaire, parce que le secondaire doit être un petit peu plus gros que le cône de lumière qui va revenir. Donc sur cette image-là, on voit en bleu, la configuration normale avec un secondaire, donc le cône de lumière, on voit le retour et la lumière qui repasse en bleu. Mais ça va être un grand télescope, très grand télescope. Donc l'idée, ça va être de décaler légèrement le secondaire, de lui mettre 10 degrés d'angle et donc de mettre 20 degrés d'angle sur le porte-oculaire, de manière à pouvoir descendre le, le porte-oculaire d'à peu près une quinzaine de centimètres, c'est-à-dire en gros un niveau sur une échelle. Et donc ce télescope qui normalement devrait être utilisé avec au moins une échelle à avec deux étapes, enfin deux paliers, et ben on devrait pouvoir l'utiliser avec juste ce qu'on appelle un step stool en anglais ou juste un petit tabouret avec juste une marche en fait. Voilà, c'est le mot marche que je cherchais. Mais pour faire ça, eh ben, on est obligé d'utiliser un secondaire un petit peu plus gros, que normalement et on va utiliser dans notre cas un secondaire de 140 millimètres, c'est-à-dire 14 centimètres sur le petit diamètre et à peu près 20 centimètres sur le grand diamètre. Alors en théorie, il faudra avoir une ellipse qui soit pas une ellipse à racine de 2 sur 2, enfin pas 1,4 fois plus grand en longueur qu'en largeur, mais on va se contenter de ce qu'on peut trouver. Et ici, on voit la courbe d'illumination que l'on aura avec ces 50 centimètres entre l'axe optique et le plan focal. Donc mon collègue avec un secondaire de 140 qui est ici noté en vert, on voit qu'il aura 100 d'illumination jusqu'à à peu près allez 0,4 degrés d'angle.
mais qu'il aura quand même, plus que 80 à 1,25 d'angle, ce qui est la vue maximum qu'il pourra avoir avec un porte-oculaire de 2 pouces. Donc ça devrait être, quand même bien lumineux. Si on avait pu se rapprocher un petit peu plus du plan de l'axe optique, on aurait eu cette courbe-là et là, on aurait pu rester sur un secondaire de 130. Mais bon, on voit que la perte de luminosité qui correspond au delta, au milieu entre la courbe rouge et la courbe verte est de quoi, 1,5, donc il y a très peu de pertes. Voici quelques photos de la réception du miroir. On se rend très peu compte, mais c'est monstrueux. Le miroir fait 35 kilos. Difficile à transporter évidemment, c'est lourd, et puis on n'a évidemment pas envie de faire des bêtises avec, hein. Le miroir fait 57 millimètres d'épaisseur, 5,7 centimètres d'épaisseur, donc c'est gros. Sur cette photo-là, on voit le secondaire et là, on se rend compte quand même de la taille parce qu'il y a ma main à côté. Je n'ai pas des mains monstrueuses ni toutes petites, j'ai une main normale et on voit la taille du secondaire, c'est gros. Donc une fois que nous avons reçu ces miroirs, nous avons pu mesurer leur taille exacte. Dans notre cas, 612 millimètres de diamètre, l'épaisseur et son poids, 35 kilos, le poids exact du secondaire. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'en fait, on a besoin de ces informations pour arriver à calculer quelque chose qui est très important, c'est le centre de gravité du système final. Donc l'étape suivante, ça a été de rentrer tout ça dans SolidWorks. Et voici le crowbar que j'ai fait, on va dire, sous SolidWorks. Parce que SolidWorks est ensuite capable de calculer exactement le centre de gravité. Centre de gravité, dans notre cas, il se trouve à peu près 25 centimètres au-dessus du dessous du miroir. C'est ce que SolidWorks m'a calculé. Ça sera très très important pour la suite. Donc j'avais besoin de toutes ces infos très précises pour pouvoir rentrer tout ça dans SolidWorks pour calculer le centre de gravité et aussi évidemment du diamètre exact du miroir pour pouvoir ensuite faire les plans 2D qui vont être utilisés pour faire la découpe du bois. L'étape suivante, ça va être maintenant de passer en 2D et de faire tous les plans de découpe du bois. La découpe va être faite à la CNC, c'est-à-dire une fraiseuse à commande numérique. Et la première chose que je vais faire, c'est regarder où va se trouver, du moins prévoir mes pièces qui vont permettre de faire la rotation en altitude du télescope. J'allais dire le génie, l'intérêt de cette monture, c'est que le miroir est placé le plus bas possible par rapport au sol, de manière à pouvoir baisser au maximum la hauteur du porte-oculaire et de pouvoir utiliser le télescope le plus possible sans avoir à monter sur un tabouret, ce qui rend l'utilisation beaucoup, beaucoup plus agréable, beaucoup moins dangereuse, surtout de nuit. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais faire ce dessin, que l'on voit là et en bleu, on voit le miroir. Donc je rappelle un 60 centimètres de diamètre et en marron, on va voir la cellule qui va tenir le miroir. Ce pointillé, rose montre le rayon que va couvrir, du moins le déplacement du miroir quand on va tourner le télescope, on va le baisser ou le monter. Et je vais tout calculer de manière à ce que ce miroir passe juste au-dessus du sol. On voit là le bas de la monture qui est symbolisé et il faut que je calcule pour que ce soit juste au-dessus de ça. Donc une fois que j'ai calculé ça, ça me permet de calculer toutes les pièces qui vont servir à faire la rotation en altitude. Donc il y en a 4. On est sur une monture asymétrique. Je remets un petit peu la photo là du 400. Donc on voit les 4 pièces. Il y a ce que j'appelle la crosse qui tient le bras. Il y a le triangle qui va faire la rotation avec la crosse. Et de l'autre côté, on a une espèce de petit arc de cercle recevant qui va rester sur le bas de la monture. Et la hache, donc le rond, qui lui va être fixé à la cellule miroir. Donc une fois que j'ai tout ça, eh ben, je peux passer à la fabrication des plans 2D du 600. Et donc voici les plans. Alors il faut se dire que là on est sur une planche de bois c'est un panneau de bois qui fait 2,25 m par 1,22 m de large. Donc vous imaginez, ça fait gros. On voit que la planche est très sous-utilisée, il y a beaucoup de place. Et il se trouve que le club d'astronomie dont je fais partie
à un 400, qui est une monture MED qui est très, très grosse, dure à intransportable, et j'ai proposé au club de faire une monture similaire, donc un monobras pour le 400 et donc là, on voit, eh ben, ça rentre dedans, en fait, donc ça permet une bien meilleure utilisation de la planche de bois. Donc j'ai fait tous les plans 2D en suivant grâce à toutes les informations que j'avais eues avant et après avoir fait les plans 2D, eh ben, il faut faire tout ce qu'on appelle les parcours d'outils. Donc là, on voit sur la droite, toute la liste des parcours d'outils, donc c'est les parcours que va faire la fraise et le logiciel nous permet ensuite de simuler, le travail que va faire la CNC. Là, on voit tous les parcours d'outils qui sont notés, et sur la vidéo qui suit, eh ben, on va voir la simulation de la CNC. Donc là, dans l'animation, on voit bien que tous les parcours d'outils ont été prévus de manière à travailler de l'intérieur vers l'extérieur, parce que la planche est fixée avec des vis un petit peu tout autour, et on voit petit à petit tout ce qui se passe de l'intérieur vers l'extérieur. L'étape suivante, bah, ça va être l'achat du bois et la découpe. Donc il faut aller dans le magasin, hein, pour aller chercher la planche de bois. On la voit ici sur la voiture. Il faut se dire qu'il y en a quand même pour 45 kilos de bois. C'est une grosse planche. Comme je disais, 3 centimètres d'épaisseur de coumé. Donc c'est un contreplaqué qui est avec une colle extérieure et que je vais rapporter jusqu'à le Fab Lab du Cheylard. C'est à côté de chez moi en Ardèche. Ça s'appelle la Fabritech si vous êtes intéressé. Et on va placer ça sur la CNC, on va rentrer les programmes qui ont été générés par le logiciel qu'on a vu avant et on va laisser travailler la CNC. Enfin, quand je dis laisser travailler la CNC, il y a quand même du travail à faire, de fixation de la planche sur la machine. Il faut changer les outils. Il y a toujours des petites emmerdes à droite à gauche. Ici, j'en ai eu un peu plus plutôt plus que moins, mais enfin, je me suis débrouillé. Il y en a quand même pour 4 heures de coupe. Et au bout de 4 heures, eh ben, la planche a été complètement découpée. J'ai pu enlever la planche, je l'ai sciée un petit peu pour que ça soit plus facile à gérer. Donc j'en ai eu 3 bouts au final en repartant du Fab Lab et j'ai rapporté tout ça à la maison, dans mon atelier à moi et là j'ai continué le travail de séparation de toutes les planches. On voit que l'état de surface est pas terrible, je ne sais pas exactement pourquoi. Bon, le koumé, c'est pas le meilleur matériau à travailler à la CNC. Peut-être que ma fraise n'était pas super aiguisée. Enfin bon, il y en a encore pour bien 3 heures de travail pour tout séparer et ensuite, poncer toutes les surfaces, tous les angles et cetera, de manière à pouvoir ensuite passer à la suite. Donc la suite, une fois que toutes les pièces ont été découpées, eh bien, tout ne peut pas être fait à la CNC. Par exemple, il y a des endroits où il faut travailler sur les 2 faces de la planche et je ne me suis pas embêté à aller faire 2 paquets de plans en me disant ensuite je vais retourner la planche, retrouver une zone de guidage et refaire des découpes. En fait, j'en avais pas besoin, j'avais peu de trous à faire sur les secondes surfaces, donc je les ai fait à la main ou de travail à faire sur la seconde surface. De même, il y a des trous qui sont à faire à 90 degrés par rapport à la surface de travail de la CNC. Donc cela, de toute façon, on ne peut pas les faire avec une CNC parce que ce n'est qu'une 3 axes, c'est pas une 5 axes. Donc il y a quand même pas mal de travail de finition à faire là-dessus. Heu, Ensuite, la cellule miroir, c'est-à-dire ce qui va créer le cylindre qui contient le miroir. Je le fais à partir de 3 épaisseurs de bois. Ça, c'est pour le 600. Pour le 400 que je fais donc en parallèle, ce sont que 2 épaisseurs et là-dedans vont se trouver aussi les soutiens pour le bord du miroir. Dans le cas du 400, ce sont de simples roulements à billes et dans le cas du 600, ce sont des roulements linéaires que je vais mettre, donc qui vont avoir à être collés dans la masse de la cellule miroir. Donc il va falloir que je colle les cellules miroirs, que j'entasse tout ça, avant de continuer le travail de ponçage pour que tout soit bien aligné. Alors avec la CNC, j'avais fait des trous de guidage qui seront ensuite les trous dans lesquels on va mettre les petits, les joncs carbone qui vont tenir les jupes. Donc voilà, le 400, la rotation en azimut se fait avec 20 roulements à billes de roller qui vont, glisser dans une gorge qui est dans l'autre partie de l'autre anneau. Donc on a 2 anneaux qui tournent l'un au-dessus de l'autre. Dans le cas du 600, j'ai utilisé
un espèce de roulement à billes horizontal circulaire qui sont en fait faits pour les tables de restaurants chinois. Quand on a des espèces de tables rondes avec un espèce de gros verre dessus qui tourne, et ben voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça sur AliExpress. En voilà la photo, c'est quand même énorme parce que ça fait 80 centimètres de diamètre. Et on va assembler tout ça ensemble. L'étape suivante, eh ben, il va falloir mettre un petit peu de protection là-dessus. Donc on va mettre 2 couches de lasure ou 3 couches, non, pardon. On voit là toutes les pièces qui sont en train de sécher après avoir appliqué la lasure. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais commencer à m'occuper du barillet. Le barillet, va être une cellule 18 points. Pourquoi 18 points? Bah, parce que c'est ce que j'ai calculé. Alors on voit ici les calculs pour le barillet. Qui nous disent que, bah, il va y avoir une déformation du miroir, hein, mais la déformation ici entre le maximum et le minimum, elle est de, quoi, 8 nanomètres, c'est-à-dire à peu près, un 70e de longueur d'onde, mais qu'en moyenne, ce qui est un peu plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le RMS. En moyenne, la déformation, elle est en fait que de 1,4 nanomètres, c'est-à-dire un 370e de longueur d'onde, ce qui veut dire qu'une cellule miroir 18 points telle que celle-là ne va que très peu modifier la surface du miroir. Donc on ne devrait pas avoir d'erreur ou très peu avoir d'erreur créée ou induite par le support du primaire. Donc ce logiciel, me permet de calculer la taille des triangles, la taille des espèces de longerons qui sont en fait des pivots, et le positionnement. J'utilise ensuite le même logiciel, 2D que tout à l'heure. Je place mon barillet, on le voit ici, sur le plan que j'avais déjà fait tout à l'heure. Ça me permet de faire le positionnement et ensuite, bah, j'enlève l'image du reste et ça me permet d'avoir mes pièces. Alors j'ai fait le perçage de ces pièces-là avec la CNC, dans de l'aluminium de 5 millimètres d'épaisseur, ça fait comme une belle planche d'aluminium. Comme ça j'étais sûr qu'il soit très précis et ensuite, eh ben, je l'ai découpé au lieu de le découper à la CNC, je l'ai découpé avec ma scie à ruban, entre autres parce que j'avais plus de temps pour le faire à la CNC. Donc là on voit les découpes, un peu de travail de polissage, de finition et cetera. Faut faire des petits trous en plus à droite à gauche. Ces triangles, ils doivent être en rotation rotule, et on voit ici, je suis en train de préparer sur les balances, des petites billes. Donc ce sont en fait des pièces de roulement à billes rotule qui sont normalement montées sur un aimant de l'autre côté, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et ces billes vont rentrer dans un décaissé, un petit trou que j'ai fait, qu'on voit ici dans les triangles. Et j'ai utilisé un espèce de plastique souple, c'est un espèce de PVC, pour coller ça avec de la super glue sur le bas des triangles. Là, on est en train de voir le système de collage, enfin, je suis en train de coller, de manière à ce qu'il puisse y avoir une rotation sans qu'il y ait de friction, donc qu'il n'y ait pas de force en plus appliquée au miroir, mais que ça ne foute pas le camp. Voilà, et ensuite, on va assembler tout ça avec aussi un point de pivot sous chacune des barres horizontales, qui travaillent un petit peu comme une balançoire. Et là, on voit le barillet qui est en train de se faire, un peu de soudure dans tous les sens et on assemble ça. Donc voici les premières, fois où j'ai réellement commencé à monter les choses ensemble. On voit le barillet qui a été vissé dans la cellule miroir. Donc ça commence à s'assembler. Donc quand j'ai collé ensemble les différents éléments de la cellule miroir, j'ai mis à l'intérieur des écrou-griffes, en M6 je crois, qui me permettent justement de visser à travers toutes ces pièces-là, de manière à ce que ça tienne bien. On devine là en blanc du téflon sous la hache, sous le truc qui permet la rotation en altitude, qui donne un glissement tout à fait correct. Et on voit d'autres photos maintenant, du télescope, assemblées. Donc maintenant, on a toute la partie inférieure, on a toutes les rotations qui peuvent se faire dans tous les sens correctement. On a le bras qui a été positionné et il va falloir que je travaille maintenant sur la partie haute, ce qu'on appelle en anglais l'UTA, qui va être l'étape suivante. Donc nous passons maintenant à la partie supérieure du télescope, ce qui va tenir le porte-oculaire et ce qui va servir d'araignée, et le secondaire. Donc là, j'ai soudé les pièces
pour la partie araignée. Donc c'est de l'inox en 1,5 d'épaisseur. On voit les 3 vis qui sont là, qui vont servir pour faire la collimation. Le système de collimation n'est pas ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que la collimation se fait pas dans l'axe optique, mais se fait à 90° de l'axe optique. C'est un système qui marche très bien, que j'ai vu au début sur les télescopes d'exploration scientifique. Bon, on voit que j'ai dû mettre des renforts là, une diagonale pour que les choses ne s'affaissent pas. Et j'ai été obligé de faire des soudures parce que comme je suis en low rider, j'ai donc un angle de 20° sur le porte-oculaire, c'est-à-dire de 10° sur le secondaire. Donc j'ai dû faire d'un peu de la découpe et de la soudure. Et on voit le début d'assemblage de la chose. Ensuite, j'ai utilisé une espèce de petite platine que j'ai fait en alu avec des colliers qui ne sont en fait pas grand-chose d'autre qu'une tige filetée tordue, qui me permettent de fixer tout ça au bras. L'idée au final, c'est que quand je saurai exactement où faut positionner les choses, je ferai probablement quelques trous à travers le tube et j'utiliserai directement ces trous à travers le tube pour fixer les choses. Mais pour l'instant, cette technique marche bien et va permettre d'attacher la partie supérieure. Il a fallu ensuite que je travaille sur ce qui va porter le secondaire, donc une espèce de pièce en fer à cheval que voici. Il a fallu que je fasse des soudures sur l'alu. Ça a été pas facile de trouver quelqu'un qui a pu m'aider à faire les soudures, enfin quelqu'un qui avait le matériel. Mais ça, c'est une soudure que j'ai fait moi-même. Souder l'alu, c'est pas facile et cette soudure est pas trop dégueulasse. Voilà. Un des trucs intéressants, c'est que le secondaire va être tenu par 6 aimants. Donc dans cette pièce en alu, j'ai usiné avec la CNC 6 trous dans lesquels j'ai collé des aimants néodymium qui sont chacun censés pouvoir prendre 3 kg. Donc 3 fois, enfin 3 fois 6, 18, devrait y avoir de la marge de sécurité. Mais on rajoutera quand même en plus une espèce de lanière au cas où, on ne sait jamais, le secondaire, comme on l'a vu tout à l'heure, est quand même très gros. Et voilà la pièce équivalente pour le 400 dont j'avais parlé aussi, que je fais en même temps. Le télescope est maintenant presque prêt. Il va falloir que j'installe le primaire dans son habitacle. Donc on voit ici les 3 parties, la partie basse de la monture, la partie principale et le support du miroir. J'ai mis là 3 cales pour le tenir. Je mets le miroir dessus, je les assemble et je visse par en dessous. Donc on voit la clé là, qui permet de visser. Les espèces de barres métalliques que l'on voit, qu'on l'on a vu tout à l'heure, ça permet de faire la brouette. Donc là on voit le mode brouette pour le déplacer. Là on voit le télescope monté. J'ai pas pu faire la première lumière ce jour-là parce que j'étais pas de nuit, donc j'ai pas pu faire ça. Mais j'ai ensuite chargé le télescope dans la voiture pour le porter à Lyon, où je vais faire la première lumière et le donner à son propriétaire. Je vais tourner autour, qu'on voit un peu la taille de la chose. Sachant que je fais 1,35 m à peu près. Ah, je suis obligé de me rapprocher parce qu'il y a la voiture derrière. Hop, je me rééloigne. Et voilà, le télescope, tout fini. Voici le secondaire. On le voit qui est tenu ici, pardon, la pièce que je montrais tout à l'heure, qui elle est aimantée avec un truc de sécurité. Et là, je mets le secondaire dans son étui. Voilà. Tac. Tout est monté pour le transport. Et voici pour finir une photo du propriétaire avec son télescope le jour où il en a pris livraison. Et le télescope chargé dans la voiture, comme vous voyez, ça tient dans un C3. Vu d'ici, on a l'impression que c'est très rempli, mais en fait, il y a beaucoup de place qui reste à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vide. Et voilà la fin de l'histoire.